Quelque part, dans le Gers, à l'écart des routes principales, une maison de pierre aux volets clos attend toujours qu'on ose prononcer son nom. On l'appelle la ferme des Rives, mais dans les registres paroissiaux d'Eau, elle porte un autre titre, plus ancien. Domaine du Pré, section B, parcelle 42. Peu de gens savent que sous cette référence anodine se cache une des affaires les plus étranges de la Belle Époque. Un drame de silence, de pouvoir et de folie qui, plus d'un siècle plus tard, continue de hanter les collines. En 1910, la France vit encore entre deux mondes, celui des traditions rurales et celui de la modernité industrielle qui s'impose. Le Gers reste une terre de lenteur, de vendanges et de secrets murmurés au fond des cafés. C'est dans ce décor que vit le capitaine Charles Dupré, ancien officier des colonies revenu d'Algérie avec des cicatrices visibles et d'autres qu'il cache sous la discipline. Il règne sur sa ferme comme sur un régiment, avec des ordres secs, des réveils à 5 heures et un regard qui ne tolère ni faiblesse ni contestation. Depuis la mort de son épouse Juliette, emportée par la fièvre typhoïde en 1905, il ne parle plus que de devoir, de terre et de respectabilité. Sa fille unique, Madeleine, 20 ans, est devenue l'ombre docile d'une autorité qu'elle craint autant qu'elle cherche à mériter. Pourtant, il suffit d'un instant pour deviner qu'elle n'est pas comme les autres jeunes filles du canton. Grande, droite, presque imposante, avec une beauté étrange que l'on ne sait pas nommer. Les voisins la décrivent comme une fille forte, d'autres comme une créature maudite. Elle ne danse pas aux fêtes, elle lit des livres de sciences naturelles. Elle écrit des lettres à des correspondants imaginaires. Depuis 3 ans, le capitaine tente de la marier. 22 prétendants ont franchi la grille et 22 ont disparu aussitôt, la plupart après un dîner glacial sous les yeux inquisiteurs du père. À l'époque, une fille sans mari à 20 ans, c'est déjà une faute. À 23, c'est une honte. Et cette honte, Charles Dupré ne peut la supporter, surtout depuis qu'il a hypothéqué ses terres pour financer une invention hasardeuse, une machine à presser le raisin censée révolutionner la production. Le projet a échoué, les dettes se sont accumulées et le capitaine, ruiné, cherche désespérément une alliance financière. L'histoire que vous allez entendre commence le 4 janvier 1911, quand un certain Victor Lenoir descend du train à la petite gare de Lectoure. Il dit venir de Bordeaux, il porte un manteau noir, une canne et un sourire de fonctionnaire. Il prétend être l'émissaire d'un industriel nommé Étienne Roussel, intéressé par un mariage d'affaires avec la fille Dupré. Le capitaine, méfiant mais flatté, l'invite à dîner. Dès la première soirée, Victor remarque 2 choses, la beauté farouche de Madeleine et la peur qui se cache derrière son calme. Il comprend vite que la jeune femme vit sous une tyrannie domestique. Chaque mot qu'elle prononce semble peser. Chaque regard vers son père est une demande d'approbation. Les jours suivants, Victor reste sous prétexte de régler des détails administratifs. La neige tombe, la ferme s'isole, les ouvriers se taisent. Et dans ce huis clos, un lien inattendu se tisse entre lui et Madeleine. Elle découvre en lui un monde extérieur dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Les rues de Bordeaux, les cafés illuminés, les journaux, les expositions. Il la fait rire, il la fait rêver. Mais dans la maison des Dupré, les rêves sont dangereux. Le 17 janvier, le capitaine surprend une scène. Sa fille est l'invitée dans la grange, leurs visages trop proches, leurs mains effleurées. La colère du vieil officier éclate. On dit qu'il a brisé un chandelier sur la table et juré que jamais un imposteur ne toucherait à son sang. Le lendemain, Victor Lenoir quitte la maison. Ou du moins, c'est ce qu'on croit. Car quelques heures plus tard, on le voit encore rôder près du puits. Plus rien. Son nom disparaît. Le soir même, Charles Dupré fait conduire sa fille aux Annexes, un ancien bâtiment agricole abandonné au bord du ruisseau, sous prétexte qu'elle a besoin de repos. C'est là, selon la rumeur, que tout bascule. Les journaliers affirment avoir entendu des cris, puis des chants. Certains disent que le capitaine y faisait venir un médecin de Toulouse. D'autres, qu'il enfermait les femmes malades de nerfs. Mais dans les archives, rien n'indique de visite médicale. Seulement cette note dans le registre familial. Madeleine transférée, observation nécessaire.
Pendant 3 semaines, personne ne la voit. Puis, le 12 février, le capitaine descend au village et déclare à l'état civil que sa fille est partie à Bordeaux chez une tante. Les paysans n'y croient pas, mais personne n'ose contredire un ancien officier. Pourtant, au printemps, un berger découvre dans un fossé un carnet trempé portant les initiales V.L. et quelques lignes lisibles. « Elle n'est pas folle, ils veulent son silence, ils viennent ce soir. » L'affaire aurait pu s'arrêter là, si en 2024, un historien amateur, Paul Nérac, n'avait acheté dans une brocante un coffret en noyau contenant une médaille, un ruban et une lettre signée M.D., datée précisément du 12 février 1911. Dans cette lettre, Madeleine raconte son enfermement, décrit une transaction entre son père et un certain Sir William Hartker, industriel anglais cherchant des terres viticoles pour une société minière déguisée en exploitation agricole. Elle y écrit que son père l'a déclarée mentalement instable afin de la priver de ses droits d'héritage et vendre le domaine sans son consentement. Elle mentionne aussi Victor, qu'elle appelle le seul à m'avoir cru vivante. La lettre s'interrompt brutalement après ces mots. Il monte l'escalier, je crois entendre son pas. Cette coupure, cet arrêt net au milieu d'une phrase, glace le sang de quiconque la lit. Nérac, intrigué, compare la signature à des lettres conservées à la mairie. L'écriture correspond. Il remonte la piste du médecin que le capitaine aurait consulté, un certain docteur Delaney, installé à Toulouse jusqu'en 1912 avant de disparaître à son tour. Dans les registres, Nérac découvre une facture pour soins prolongés à sujet féminin, payée comptant par Charles Dupré le 15 février 1911. Aucune mention de décès, aucune trace d'enterrement. Où est passée Madeleine ? Ce qui rend l'affaire encore plus étrange, c'est que 2 ans plus tard, le domaine des Rives est vendu à un consortium londonien, précisément celui dirigé par Sir William Hartker. Le prix de la vente correspond presque exactement à la somme des dettes du capitaine. Celui-ci quitte le Gers et s'installe à Nice, où il meurt en 1923, sans jamais reparler de sa fille. Tout aurait pu rester enfoui si en 1987, lors de travaux agricoles, un squelette partiel n'ait été découvert près du puits des Annexes, enveloppé dans une toile de jute. Les analyses de l'époque, rudimentaires, concluent à une femme de grande taille, morte entre 1910 et 1920. Le dossier refermé, sans plus enquête. Aujourd'hui, grâce aux techniques modernes d'ADN, Nérac a obtenu l'autorisation de faire exhumer ses restes. Les résultats, attendus pour la fin du mois, pourraient enfin prouver que Madeleine n'a jamais quitté la ferme. Mais la question demeure, pourquoi son père aurait-il choisi la folie plutôt que le meurtre ? Était-elle vraiment internée ? Était-elle l'objet d'un trafic plus vaste, mêlant argent, terre et silence ? Dans les vieux journaux du Gers, un entrefilet daté du 20 février 1911 mentionne brièvement un « incendie suspect aux annexes du domaine du Pré ». Personne n'est blessé, mais tout le bâtiment est réduit en cendres. Si Madeleine s'est y trouvée, il ne reste rien. Ou presque. Car dans le coffret retrouvé par Nérac, il y avait aussi une clé en fer forgé, attachée au ruban bleu du médaillon. Sur la clé, gravée à la main, une inscription à peine lisible. « Rouvrir ce qui fut fermé ». Était-ce un message ? Une confession ? Une malédiction ? Tout ce que nous savons, c'est que depuis la découverte du coffret, Paul Nérac jure que certaines nuits, la lumière de la lune se reflète sur les vitres murées de la ferme des Rives, comme si quelqu'un à l'intérieur marchait encore avec une bougie. Et peut-être qu'il n'a pas tort. Car les archives, quand on les ouvre trop tard, ne livrent pas seulement la vérité. Elles réveillent ceux qui la gardaient. Alors, avant de poursuivre cette enquête dans la deuxième partie, posez-vous une question. Jusqu'où un père peut-il aller pour sauver son nom ? Et que devient une fille qu'on réduit au silence ? La réponse, vous la trouverez peut-être dans la terre froide du Gers, là où tout a commencé. L'hiver suivant la disparition de Madeleine Dupré fut le plus rude que le Gers ait connu depuis 50 ans. La neige resta sur les toits jusqu'à Pâques, les ruisseaux gelèrent, et les hommes, au village, évitaient de parler du domaine des Rives, comme on évite de prononcer le nom d'un mort. Pourtant, tout le monde savait que quelque chose de monstrueux s'y était produit. Certains racontaient avoir vu des lueurs dans les bois. D'autres juraient entendre, les nuits de pleine lune, une voix de femme chanter un cantique à demi oublié.
Le capitaine Charles Dupré, lui, n'en disait rien. Après l'incendie des annexes, il avait fait combler le puits, vendre le bétail et renvoyer la moitié des ouvriers. Il errait seul dans la maison, hanté par les échos de son autorité passée. Ses cheveux, autrefois d'un gris dur, devinrent presque blancs. À ceux qui l'approchaient, il parlait d'un départ, d'une nouvelle vie sur la côte. En réalité, il attendait une visite, celle d'un homme qui avait traversé la Manche pour le rencontrer. Sir William Hardaker, l'investisseur britannique évoqué dans la lettre de Madeleine. Hardaker arriva en février 1912, un an après les faits. Grand, vêtu d'un long manteau beige, il portait la froideur de ceux qui n'ont jamais douté de leur supériorité. L'accord entre les deux hommes fut scellé en 2 jours. Vente complète du domaine, avec droit de forage et d'exploitation minière sous couverture agricole. Le contrat, rédigé en anglais, portait une clause particulière. Toute réclamation familiale postérieure sera considérée comme nulle, le signataire garantissant l'absence d'héritier direct. Charles Dupré signa sans hésiter. Ce soir-là, alors qu'il rangeait le contrat dans un tiroir, le vent fit claquer les fenêtres, et il crut entendre, dans le couloir, le bruit de pas qu'il connaissait trop bien. « Madeleine » appelle-t-il. Mais seul le silence répondit. On dit qu'il passa la nuit entière à boire devant le feu, parlant tout seul à l'ombre du mur. Quand le notaire revint le lendemain, il le trouva effondré sur sa chaise, murmurant « Elle sait », puis plus rien. Quelques semaines plus tard, le capitaine quitta définitivement le Gers. Il vendit jusqu'à la dernière cuillère d'argent, prit un train pour Nice et disparut des conversations. La ferme resta vide jusqu'en 1919, date à laquelle les ouvriers anglais du consortium vinrent s'y installer. Ce qu'ils firent réellement dans les caves des rives reste flou. Officiellement, ils expérimentaient un procédé de conservation du vin. En vérité, plusieurs témoins évoquent des bruits métalliques, des fumées étranges et un va-et-vient de caisses estampillées « matériel géologique ». Or, le sol du Gers ne contient ni fer, ni cuivre, ni charbon. Alors, que cherchait-il ? Ce mystère, longtemps oublié, réapparaît grâce à l'enquête de Paul Nérac. En 2025, plus d'1 siècle après les événements, l'historien décide de fouiller les caves de la ferme avec l'autorisation du département. Ce qu'il découvre dépasse toute imagination. Sous le plancher du chai, un tunnel creusé à la main, long de plus de 20 mètres, s'enfonce dans la colline. À l'extrémité, une salle voûtée, effondrée sur une partie, remplie de barils vidés et de débris de machines. Sur un mur, gravé dans la pierre, une inscription à peine lisible. M.D. 1911, je suis encore ici. L'analyse des parois révèle des traces de mercure et de plomb, incompatibles avec une activité viticole. Selon les experts, Hardaker aurait testé un système d'extraction minière utilisant des vapeurs toxiques. Madeleine aurait-elle découvert ce secret ? Aurait-elle été enfermée parce qu'elle savait ? Dans le carnet retrouvé par Nérac, la lettre de Madeleine évoquait un procédé interdit et une odeur de métal dans la cave. Ces mots prennent maintenant tout leur sens. En recoupant les archives anglaises, l'historien découvre que Sir William Hardaker fut accusé en 1913 d'avoir provoqué un empoisonnement massif dans une mine galloise en expérimentant un solvant à base de mercure. Le procès n'aboutit jamais. Hardaker mourut mystérieusement d'une chute d'escalier avant l'audience. Ironie du sort, la même année, des ouvriers français employés aux rives décèdent d'une maladie inexpliquée, que le médecin du canton décrit comme « délire fiévrique avec tremblements et hallucinations ». Les journaux parlent de malédiction. En réalité, il s'agit probablement d'une contamination au mercure. Ce qui soulève une hypothèse effrayante. Madeleine aurait été témoin de ces expériences, peut-être même cobaye involontaire, et son père, pour éviter le scandale, aurait préféré la faire disparaître en cachant sa folie. Pourtant, certains détails contredisent cette version. Dans une lettre datée de 1914, adressée à un cousin éloigné, le notaire du capitaine écrit « L'affaire de MLD est close. Elle n'a jamais quitté les terres, mais elle n'y dort pas non plus. » Cette phrase longtemps incomprise devient centrale pour Nérac. Où pouvait-elle être, si ni vivante ni morte ?
En fouillant les registres des hospices, il découvre qu'en 1912, une pension privée à Toulouse, la clinique Saint-Rémy, reçut une patiente admise sous le nom de Marie Durand, âgée de 21 ans, internée pour hystérie et confusion de l'identité. Les descriptions physiques correspondent exactement à Madeleine. Grande, cheveux noirs, yeux gris-vert, cicatrice sur la main droite. Le plus troublant, c'est qu'à partir de 1914, les archives de la clinique cessent brutalement, les dossiers étant détruits lors d'un incendie supposé accidentel. Mais avant cette date, un dernier document subsiste. Une lettre du docteur Delaunay adressée à Charles Dupré mentionnant que la jeune femme a cessé toute résistance et semble désormais convaincue de n'être qu'une ombre. Ces mots terrifiants marquent la fin d'une identité. Madeleine aurait été internée sous un faux nom, brisée psychologiquement, effacée de l'état civil. Pour l'historien, c'est un choc. Il passe des semaines à recouper chaque indice, jusqu'à tomber sur un témoignage inattendu, celui d'une infirmière centenaire, morte en 1972, qui, avant de décéder, avait confié à son petit-fils qu'elle avait soigné une géante du Gers, qu'on appelait la fille du capitaine. Le petit-fils, aujourd'hui âgé, confirme l'histoire à Nérac. Selon le récit de sa grand-mère, la jeune femme répétait sans cesse « Il ne faut pas descendre à la cave, le vent y est empoisonné ». Ces paroles, consignées sur un bout de papier jauni, deviennent la clé d'une reconstitution glaçante. Dans les caves des rives, Hardecker et Dupré auraient tenté d'extraire un métal liquide, croyant avoir découvert un filon rare. Madeleine, curieuse, aurait surpris une séance d'expérimentation. Les vapeurs l'auraient rendue malade, délirante, ce qui aurait permis à son père de la déclarer folle. Ensuite, pour sauver l'honneur, il aurait confié sa fille au docteur Delaunay en échange de son silence. Mais quelque chose a mal tourné. Peut-être que Madeleine a recouvré la mémoire, peut-être a-t-elle tenté de s'échapper. La lettre de Madeleine du 12 février en témoigne. Elle savait qu'on venait pour elle. Alors fut-elle tuée avant d'être transférée, ou l'a-t-on vraiment envoyée à Toulouse pour mieux l'effacer? L'hypothèse d'un internement suivi d'un décès secret reste la plus plausible, mais une découverte va tout bouleverser. En mars 2025, lors d'une fouille complémentaire, les archéologues exhument un petit coffret métallique enfoui dans la salle du tunnel. À l'intérieur, un médaillon identique à celui trouvé par Nérac, un morceau de tissu brodé du monogramme MED et un feuillet protégé par la cire. Le texte, écrit dans une encre brunie, est daté du 20 février 1912, un an après la lettre initiale. Si quelqu'un lit ceci, c'est que la vérité n'est pas morte. Je ne suis pas folle. Ils veulent le minerai. Ils disent que c'est pour la guerre. Le docteur dit que le mercure parle, qu'il chante sous terre. Moi, je l'entends aussi. Si je ne reviens pas, brûlez la cave. Ne laissez rien. M. Ces lignes authentifiées par un laboratoire bouleversent totalement la chronologie. Cela signifie que Madeleine était encore vivante en 1912, donc après l'incendie supposé des annexes et la vente officielle du domaine. Elle a donc survécu, au moins un temps, cachée ou captive. L'affaire prend alors une dimension politique, car à cette époque, la France se préparait déjà aux tensions qui mèneront à la Grande Guerre. Si le minerai en question contenait bien du mercure, ou un dérivé utilisé pour les détonateurs, il est possible que Hardecker et Dupré aient vendu leur découverte à l'armée. Madeleine, témoin gênant, aurait été internée pour ne pas révéler l'existence de cette transaction. Paul Nérac publie ses résultats dans un ouvrage auto-édité, La fille du capitaine, enquête sur un secret d'État oublié. Le livre provoque un scandale local, puis national. Le ministère de la Culture ordonne une expertise officielle du site. Mais 2 semaines avant la visite des inspecteurs, un incendie se déclare dans la grange où Nérac entreposait ses notes. Tout est détruit. Les pompiers concluent un court-circuit, mais l'historien affirme avoir reçu, la veille, un appel anonyme, une voix féminine qui lui aurait murmuré « Partez maintenant, ils reviennent ». Depuis, il dit être suivi, avoir trouvé des traces de pas dans la boue, autour de sa maison. Il croit que l'histoire qu'il a réveillée dérange encore. Certains pensent qu'il sombre dans l'obsession, d'autres que, comme Madeleine, il commence à entendre le chant du Mercule. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'en avril 2025, il disparaît sans laisser de traces, son véhicule trouvé vide sur un chemin forestier près de la ferme des Rives. Dans le coffre, la clé de fer gravée et un dictaphone contenant sa dernière phrase enregistrée « Elle n'est jamais partie ».
Quand les gendarmes d'eau retrouvèrent la voiture de Paul Nérac, moteur encore tiède, portière ouverte sur la brume matinale, ils crurent d'abord à un accident. Le sentier qui descend vers la ferme des Rives est étroit, bordé d'arbres tordus, et souvent les sangliers y déboulent sans prévenir. Mais dans le coffre, à côté de la clé de fer et du dictaphone, il y avait aussi une enveloppe contenant des photocopies d'archives anglaises, un plan griffonné du tunnel et une photo ancienne représentant une femme à la silhouette haute et fine, les mains jointes sur une robe claire. Madeleine Dupré, datée de 1911. En bas de l'écriture de Nérac, même regard, même ombre. Aucun signe de lutte, aucune empreinte étrangère. Pourtant, un détail troubla les enquêteurs. Les pneus portaient des traces d'un second véhicule, disparu avant leur arrivée. La disparition fut classée sans cause déterminée. Mais pour ceux qui avaient suivi ces recherches, il était évident qu'il avait touché à quelque chose de trop grand. 3 jours plus tard, une journaliste de France 3 Occitanie, Clara Lefebvre, reçut par la poste un petit colis sans expéditeur. À l'intérieur, une clé USB enveloppée dans un papier brun, avec ces mots. « S'il m'arrive quelque chose, publiez tout. » Le fichier contenait 10 heures d'enregistrement audio et un dossier de photos. Sur les premières minutes, on entend la voix de Nérac, haletante, presque chuchotée. « Je crois qu'il m'écoute. Les caves ne sont pas vides. Il y a des couloirs derrière le mur nord, plus ancien que la ferme. Et l'air vibre. » Puis des bruits métalliques, comme un bourdonnement grave. Clara, fascinée, décida d'enquêter à son tour. Elle connaissait le nom Dupré. Son arrière-grand-mère avait été domestique sur une propriété voisine. Ce lien personnel la poussa à reprendre le fil abandonné. Aidée d'un technicien du son, elle se rendit sur place, micro en main, caméra discrète. La maison semblait déserte, mais dès qu'elle franchit le portail rouillé, un souffle froid lui donna la chair de poule. Les volets étaient clos, pourtant, un battement régulier résonnait à l'intérieur, comme le tic-tac d'une horloge gérante. Dans la cuisine, tout était recouvert d'une fine poussière, sauf une assiette sur la table et une bougie consumée jusqu'à la cire. Sur le mur, gravé au couteau, « Je n'ai pas disparu ». Clara filma tout, convaincue qu'il s'agissait d'un message laissé par Nérac. En descendant vers les caves, elle sentit l'odeur métallique dont parlaient les témoins du siècle précédent. Le tunnel, dégagé par les archéologues, était désormais barricadé de planches et de rubans de sécurité, mais derrière on percevait un faible ronflement, comme un moteur enfoui. Le technicien plaça son micro entre les fissures. La bande capta une fréquence de 17 Hz, un infrason que l'oreille humaine perçoit à la limite de la conscience, souvent responsable d'hallucinations auditives. Pourtant, Clara entendit clairement un chuchotement féminin répéter son prénom. Était-ce le vent? L'effet du mercure? Elle ne sut le dire. Dans les jours suivants, elle consulta le dossier complet de Nérac. Notes, lettres, coupures de presse. Elle découvrit qu'il préparait une révélation explosive. Selon lui, la disparition de Madeleine n'était pas un drame isolé, mais la première pièce d'un réseau d'expérimentation mené entre 1910 et 1914 dans plusieurs régions viticoles, financé par un groupe franco-britannique lié au ministère de la Guerre. Le minerai dont parlait la jeune femme n'était pas seulement du mercure, mais un alliage radioactif découvert accidentellement dans la colline des Rives, un composant que les ingénieurs croyaient pouvoir utiliser pour fabriquer des détonateurs plus stables. Ce secret, perdu avec la guerre, expliquerait la volonté d'effacer toute trace. Clara prit rendez-vous avec un historien militaire à Toulouse, Maître Leclerc, spécialiste des archives classifiées. En consultant les registres de 1912, ils tombèrent sur une mention codée « Projet Hélios, acquisition de terrains pour essais métallurgiques, financement confidentiel, Hardecker & Company ». Hélios, le soleil souterrain. La même expression apparaissait dans une note de Madeleine. Le docteur dit que le métal chante comme un soleil enfermé. L'historien pâlit. Ce projet a été effacé des archives en 1919. Seule l'armée aurait pu le faire. À cet instant, Clara comprit que Nérac n'était peut-être pas mort par accident. 2 semaines plus tard, un article anonyme parut sur un forum d'historiens. Il affirmait que les restes du squelette exhumé n'appartenaient pas à une femme, mais à un homme d'environ 40 ans. L'analyse ADN aurait été manipulée. Si c'était vrai,
qui reposait dans le fossé et où était le vrai corps de Madeleine. Clara décida de retourner seule à la ferme de nuit. Elle emporta une lampe, une caméra infrarouge et la clé de fer que Nérac avait laissée. Le 14 mai 2025, à 22h37, son dernier enregistrement débute par un souffle. Je suis dans le tunnel. J'entends... Non, ce n'est pas possible. Puis un grondement, un cri et plus rien. Le lendemain, les gendarmes retrouvèrent sa voiture à la même place que celle de Nérac. Mais cette fois, il y avait des traces de pas qui remontaient vers la colline, puis s'arrêtaient net, comme si la terre les avait avalés. Dans le coffre, sa caméra. L'image est brouillée, saturée de lumière, mais on distingue une silhouette féminine, vêtue de blanc, debout au fond du couloir, tenant une lampe ancienne. Le visage est flou, pourtant l'expression est douce, presque apaisée. Les experts ne parviennent pas à trancher, trucage, reflet ou présence réelle. L'affaire devient virale, les réseaux sociaux s'enflamment, les amateurs de paranormal affluent dans Gers. Le préfet ordonne la fermeture du site, craignant les intrusions. Mais la rumeur continue. Chaque nuit, à l'heure où la caméra s'est éteinte, une lueur se déplace entre les vignes, suivant toujours le même trajet, du puits jusqu'à la cave. Les habitants du village recommencent à parler, à demi-voix. Une vieille femme confie à un journaliste « Ma grand-mère disait que la fille du pré n'était pas morte, qu'on l'avait vue après la guerre, à Toulouse, dans un hospice. » Cette piste, jugée folle, s'avère pourtant exacte. Dans les archives hospitalières numérisées, Clara avait déjà relevé le nom de Marie Durand. En 1920, une certaine Madame Durand quitte la clinique Saint-Rémy, destination inconnue. En marge, du registre, une note en anglais « Relocation arranged, patient stable, to London ». Le cachet du ministère britannique de la Santé y figure. Si c'est bien Madeleine, elle aurait donc survécu et été transférée en Angleterre, peut-être pour travailler dans un laboratoire lié à Hardaker & Company. En fouillant les recensements londoniens, un chercheur retrouve en 1923 la trace d'une Mary Dupree, employée comme secrétaire scientifique à l'Institut Cavendish. 3 ans plus tard, plus rien. Mais un cliché de 1924 la montre lors d'une conférence, debout, derrière un homme en redingote. Le visage est net. C'est elle, plus mince, plus grave. Comment la fille du capitaine est passée d'un asile à un institut de recherche? Et surtout, pourquoi ce retour soudain dans le cercle d'Hardaker? La réponse se trouve dans les dernières minutes du dictaphone de Nérac, que les experts ont récemment décodé. Sa voix y murmure « Elle n'était pas la victime, elle était la clé. Elle savait comment stabiliser le métal, ils l'ont utilisé puis caché. » Autrement dit, Madeleine aurait contribué, volontairement ou non, à la mise au point d'un procédé secret, exploité pendant la guerre, avant d'être effacé des registres pour raison d'État. Le capitaine, en l'enfermant, l'aurait livré à ceux qu'il prétendait combattre. Ce renversement bouleverse toute la légende. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En juin 2025, une équipe de journalistes britanniques se rend à Cambridge pour enquêter sur Mary Dupree. Dans les archives de l'université, ils découvrent une boîte non répertoriée, contenant des notes manuscrites sur des expériences de radioluminescence. Au dos d'une feuille, ferme dérive, source primaire, danger, inhalation. La signature MD. Et sous cette initiale, une phrase en français. « Je n'ai jamais voulu le feu, seulement la lumière. » Cette confession, si elle en est une, donne une dimension tragique à l'affaire. Peut-être Madeleine cherchait-elle vraiment à comprendre, à réparer ce que son père avait déclenché. Peut-être n'a-t-elle survécu que pour empêcher que l'alliage maudit soit utilisé à nouveau. Personne ne saura jamais si elle est morte à Cambridge ou ailleurs, mais depuis la découverte de ces documents, les autorités françaises ont rouvert l'enquête historique sous le nom de projet Hélios. Le tunnel des rives sera scellé définitivement après les analyses, mais avant sa fermeture, un dernier prélèvement a révélé la présence d'un isotope inconnu, instable, émettant un rayonnement faible mais continu. Autour du site, les arbres ont commencé à dépérir. Certains disent que la terre respire encore, que le métal chante vraiment. Et si c'était cela, le secret du chant que Madeleine entendait? Peut-être que ce n'était pas la folie, mais la science avant son temps. Peut-être que la fille du capitaine avait découvert la lumière avant tout le monde, et que c'est pour cela qu'on l'a fait taire. La suite de notre enquête nous emmènera à Cambridge, sur les traces de cette femme effacée de l'histoire, pour comprendre ce qu'elle a vraiment légué, à l'humanité,
Un avertissement ou une invention perdue? Lorsque l'équipe de tournage de la BBC arriva à Cambridge à l'été 2025, la pluie tombait sans interruption depuis 3 jours. Le ciel avait la couleur du plomb et les façades gothiques de l'université semblaient transpirer l'humidité et les secrets. Le documentaire, initialement prévu pour une série sur les savants oubliés de la Première Guerre mondiale, devait consacrer un épisode à la mystérieuse Mary Dupree, supposée chercheuse du laboratoire Cavendish dans les années 1920. À mesure que les archivistes ouvraient les tiroirs de métal, la silhouette de Madeleine Dupree, rebaptisée, reprenait forme. Son dossier personnel n'existait plus, mais son nom revenait sur plusieurs carnets d'expérience liés à un projet codé Aetherlight. Les notes parlaient d'un métal chantant, capable d'émettre de la lumière sans combustion, d'une substance instable, nécessitant un confinement dans des parois de plomb. L'encre tremblait de certaines pages, trahissait une main féminine, nerveuse. À la dernière ligne, « Je sens la vibration dans les os. Ils disent que ce n'est rien, mais la nuit, je vois le feu à travers mes paupières. » Le producteur du documentaire, James Alder, contacta le ministère britannique de la Défense pour en savoir plus sur ce projet. 2 jours plus tard, un fonctionnaire anonyme lui téléphona depuis un numéro masqué. Ne cherchez pas Aetherlight, ce n'était pas de la recherche civile. Puis il raccrocha. Alder comprit qu'il tenait une bombe médiatique. Il invita à Cambridge une experte française, la physicienne Élodie Morel, spécialiste de la radioactivité historique, pour analyser les documents. À peine arrivée, Élodie ressentit une étrangeté dans l'air du laboratoire souterrain où étaient stockées les archives. Son dos se mit à picoter, son compteur Geiger vibra faiblement. Les vieux flacons de verre étiquetés Hg+, contenaient encore des traces d'un amalgame brillant, ni totalement solide, ni liquide. En observant la matière à la lumière ultraviolette, elle distingua un reflet mouvant, presque organique. Le lendemain, elle fit part de sa découverte à Alder. Ce n'est pas du mercure pur, c'est un alliage avec du thorium, très dangereux et inconnu dans les catalogues. Ils décidèrent d'en filmer les analyses, mais le soir même, le local fut mis sous scellé par la sécurité universitaire. Motif : risque de contamination. Officiellement, personne n'avait prévenu les autorités. Quelqu'un suivait donc déjà leur enquête. Alder, inquiet, rentra à son hôtel. Sur son oreiller, il trouva une enveloppe contenant une photo en noir et blanc. Madeleine, plus âgée, assise devant un tableau noir. Un masque de protection sur le visage, un symbole triangulaire griffonné à la craie derrière elle. Au dos de la photo, la phrase « Elle a allumé le soleil avant l'heure ». Le lendemain, l'université refusa toute interview. Pourtant, un bibliothécaire âgé, M. Gallagher, accepta de parler off-caméra. Il confia qu'entre 1921 et 1924, plusieurs chercheurs du Cavendish étaient morts de maladies étranges. Perte de cheveux, lésions cutanées, saignements internes. On avait parlé d'empoisonnement au radium. Mais un rapport interne, classé, mentionnait le contact prolongé avec le composé D. Gallagher tendit à Élodie un carnet jauni, rescapé du nettoyage des archives. Sur la couverture, 3 lettres, MD. À l'intérieur, des équations, puis une phrase en français. « Si la lumière se nourrit de l'âme, alors nous sommes déjà consumés. » Ce carnet changea tout. Élodie reconnut des formules préfigurant la photoluminescence nucléaire, un principe redécouvert seulement dans les années 1950. Madeleine aurait donc été en avance de 30 ans. Et si sa disparition n'était pas une tragédie, mais un effacement délibéré orchestré pour cacher une découverte jugée trop dangereuse. En étudiant la dernière page, Élodie remarqua un dessin. Une carte de France où un point était marqué dans le Gers, exactement à l'emplacement de la ferme des Rives, relié à Cambridge par une ligne droite. En marge, Madeleine avait écrit « La source chante encore là-bas ». Ce soir-là, Alder, Élodie et 2 techniciens décidèrent de retourner en France. Ils prévoyaient de comparer les isotopes prélevés dans le tunnel avec les échantillons britanniques. Mais avant leur départ, un incident se produit. Un incendie éclata dans la salle des archives où étaient entreposés les carnets. Le feu se propagea en moins de 5 minutes, les sprinklers ne se déclenchèrent pas. La police conclut à une défaillance électrique, mais Élodie savait que c'était un sabotage. Elle avait vu 2 hommes en costume sortir du bâtiment 10 minutes avant le sinistre, montant dans une voiture grise sans plaque.
Le groupe s'enfuit précipitamment pour la France, craignant que les données restantes ne soient saisies. Sur la route, Halder confia son impression. « Je crois qu'ils utilisent encore sa formule. » Quand ils atteignirent le Gers en juillet, la région suffoquait sous la chaleur, les vignes jaunissaient, la terre craquait. Au village, les habitants les observaient avec méfiance. « Depuis que vous grattez la terre, les bêtes refusent de s'approcher du puits », leur dit d'un paysan. La nuit, en s'installant dans une maison d'hôte, Élodie ressentit de nouveau le bourdonnement. Elle vérifia son compteur. Le rayonnement avait doublé depuis Cambridge. Quelque chose sous terre émettait encore. Ils descendirent de Tinel le lendemain, accompagnés d'un ingénieur en radioprotection. L'air était lourd, métallique, presque vivant. À mesure qu'ils s'enfonçaient, la température montait, le compteur s'affolait. Puis, dans la salle effondrée, un phénomène stupéfia tout le monde. Au centre, entre deux blocs de roche, suisait une matière lumineuse, dorée, qui semblait pulser au rythme d'un battement de cœur. Élodie s'approcha, fascinée. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Le liquide vibrait, réagissait à la voix, s'étirait comme s'il cherchait le contact. L'ingénieur, paniqué, voulut refermer la porte, mais la caméra d'Halder captait tout. Soudain, une silhouette apparut dans la pénombre du couloir, haute, fine, immobile. Le faisceau de la lampe révéla un visage à moitié défiguré par la lumière, mais humain. « Madame Dupré » osa Halder. La forme recula, puis se dissout dans l'éclat du métal liquide. L'onde de choc fit trembler le sol. Quand ils reprirent leur esprit, la matière avait disparu, absorbée dans la roche. Le tunnel suisait d'une vapeur tiède. Élodie, tremblante, ramassa un fragment solidifié, un cristal doré, tiède, palpitant. Les jours suivants furent confus. Halder tomba malade, fièvre, nausées, cauchemars. Il disait entendre des voix dans le bruit du vent. L'ingénieur, pris de panique, quitta le pays. Seule Élodie resta, obsédée par le cristal. En laboratoire, elle découvrit qu'il émettait une lumière constante, sans source d'énergie. En le chauffant, il libérait des ondes capables de graver des images sur le métal. La première gravure qu'elle obtint montrait une silhouette féminine tenant une clé, celle d'Onérac. Comprenant que tout était lié, Élodie écrivit dans son rapport « Le métal enregistre la mémoire, il contient peut-être la conscience de celle qui l'a touché. » Autrement dit, Madeleine Dupré aurait fusionné avec sa propre découverte. Si cette hypothèse est vraie, la ferme des Rives n'est pas seulement un lieu de mort, mais un réceptacle vivant. Le gouvernement, alerté par la hausse du rayonnement, décida de boucler définitivement le site. Élodie remit le cristal aux autorités. Mais avant de le confier, elle fit une copie de ses relevés. 3 semaines plus tard, son appartement fut cambriolé. Aucun vol apparent, sauf son ordinateur. Depuis, elle reçoit des messages anonymes. Vous avez ouvert ce qui devait rester scellé. Certains soirs, elle jure voir une lumière dorée flotter au-dessus de son bureau, et quand elle approche, elle entend une voix murmurer « Ne les laisse pas recommencer ». Dans le dernier plan filmé par Halder avant sa mort, car il succomba à une hémorragie interne peu après le tournage, on aperçoit le cristal posé sur la table, vibrant au rythme de la respiration d'Élodie. Le son de fond, amplifié, reproduit le battement du cœur humain. Peut-être le sien, peut-être celui de Madeleine, peut-être celui de la Terre elle-même. Ainsi s'achève la 4e partie de notre enquête. La vérité sur la fille du capitaine semble osciller entre la science et l'au-delà. Et pendant qu'on ferme à nouveau les portes du tunnel, on se demande, est-ce que le métal chante encore? Ou bien est-ce la voix de celle qui, depuis plus d'un siècle, ne refuse pas de s'éteindre? Lorsque le gouvernement français annonça officiellement la fermeture du site de la Ferme des Rives, un communiqué sobre évoqua des raisons de sécurité radiologique et la mise en quarantaine d'un périmètre agricole historique. Mais derrière cette formule se cachait une agitation diplomatique d'une ampleur insoupçonnée. 3 jours après la décision, un avion militaire britannique atterrit discrètement sur la base de Cazaux. À son bord, 2 scientifiques et un représentant du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Leur objectif n'était pas la sécurité publique, mais la récupération du cristal découvert par Élodie Morel. Les autorités françaises prétendirent ignorer leur venue. Mais dans les couloirs du ministère, on murmurait déjà que l'affaire Dupré venait de dépasser le cadre d'une simple enquête historique.
Depuis Cambridge, des documents déclassifiés suggéraient que le métal chantant avait servi entre 1923 et 1939 à des recherches sur l'énergie autonome. L'alliage, baptisé par Madeleine l'or vivant, aurait la propriété d'émettre un rayonnement constant en résonance avec le champ électromagnétique terrestre. En clair, une source d'énergie infinie, silencieuse et propre, mais incontrôlable. Élodie, convoquée par la commission de sûreté, fut interrogée pendant 7 heures dans une salle sans fenêtre. On lui demanda où elle avait trouvé le fragment, à qui elle avait transmis ses analyses, si elle possédait d'autres copies. Elle répondit calmement. Mais elle sentait derrière les visages impassibles la peur, cette peur glaciale qui naît lorsque la science s'approche trop près du pouvoir. Le soir même, elle reçut un message crypté sur son téléphone. Cambridge n'a pas tout dit. Venez seul. L'expéditeur portait les initiales MD. Elle crut d'abord à une plaisanterie, puis, incapable de dormir, prit le premier vol pour Londres. À Heathrow, un homme l'attendait, grand, manteau sombre, accent du sud-ouest. Il se présenta comme David Art Deco, arrière-petit-fils de Sir William Snyle. Il lui tendit un dossier en cuir. « Ce que vous avez trouvé appartient à ma famille, mais surtout, c'est la clé d'un projet qui n'a jamais cessé. » Dans le dossier, des photos satellites d'une base souterraine au nord de l'Écosse, identifiées sous le nom de code Etherlight Facility. David expliqua que cette installation, construite en 1984 sous prétexte de recherche géologique, abritait en réalité un réacteur expérimental utilisant un dérivé du métal des rives. « Nous avons réussi à le stabiliser, dit-il, mais depuis 3 mois, il recommence à chanter. » Ces mots figèrent Élodie. Il poursuivit. « On pense qu'il réagit à la fréquence humaine. Quelqu'un, quelque part, l'a réveillé. Peut-être vous. Peut-être elle. » Elle comprit qu'il parlait de Madeleine. 2 jours plus tard, ils prirent un hélicoptère pour l'Écosse. Le paysage, désolé, balayé par le vent, ressemblait à un autre monde. Sous la montagne, un complexe d'acier et de béton plongeait dans la roche. En descendant les escaliers, Élodie sentit la même vibration qu'au tunnel du Gers, plus forte, plus grave, presque musicale. Dans la salle centrale, un cylindre de verre renfermait un liquide doré identique à celui de la ferme, mais en quantité bien plus importante. Autour, des ordinateurs affichaient des courbes oscillantes. Le chef du projet, le professeur Byrne, expliqua que la matière avait commencé à se mouvoir seule, formant des motifs symétriques. Elle réagit à la voix, dit-il. Quand on lui parle, elle répond. Élodie s'approcha, parla doucement en français. « Madeleine. C'est toi ?» Le liquide se mit à vibrer et projeta une onde lumineuse sur la paroi, une forme humaine esquissée en particules d'or. Le laboratoire entier retentit d'un son aigu, comme un cri et un chant mêlés. Les ingénieurs paniquèrent. Byrne hurla d'éteindre le générateur, mais aucune commande ne répondait. Le métal s'éleva, flottant dans l'air comme un nuage vivant. David, fasciné, murmura « C'est elle !» Puis tout bascula. Une explosion silencieuse, une onde de lumière traversa la salle, renversa les instruments. Quand Élodie reprit conscience, le cylindre était vide. Le métal s'était infiltré dans les circuits. Les écrans affichaient tous la même phrase « Je ne suis pas morte ». Les systèmes de sécurité se mirent en alarme. Des sirènes hurlaient, les portes se verrouillèrent. Dans le chaos, Élodie attrapa une clé USB et copia les données avant de fuir. Dehors, la montagne semblait respirer. Des lueurs d'or épulsaient sous la terre, comme des veines de feu. Le lendemain, l'armée boucla la zone. Officiellement, il s'agissait d'un incident chimique. Officieusement, les témoins parlèrent de phénomènes magnétiques, de compas affolés, de voix dans le vent. Élodie, réfugiée à Glasgow, tenta de contacter le ministère français, mais ses messages restèrent sans réponse. Sur les réseaux, des vidéos anonymes commencèrent à circuler. On y voyait des vagues lumineuses traverser le ciel d'Écosse, accompagnées d'un son grave, presque humain. Certains parlaient d'une aurore boréale, d'autres d'un message. Puis, une nuit, Élodie reçut un fichier audio depuis une adresse inconnue. La voix était douce, légèrement tremblée, indubitablement féminine. « Tu as ouvert la porte, Élodie. Maintenant, aide-moi à la refermer. » La fréquence du message, analysée, correspondait exactement à celle émise par le métal dans les laboratoires du Gers. Cela signifiait que la matière, ou ce qu'elle contenait, pouvait transmettre de l'information à distance. Une conscience minérale, un écho humain piégé dans la résonance du monde. Élodie comprit que la frontière entre science et esprit venait de s'effondrer. Si le métal contenait la mémoire de Madeleine, alors en le réveillant, ils avaient réactivé une intelligence dormante, peut-être fusionnée avec la Terre elle-même. Les autorités voulaient désormais la capturer, la réduire à un phénomène mesurable.
Mais Madeleine n'était plus une victime. Elle était devenue un champ, une présence. Dans son journal, Élodie écrivit « Elle s'est transformée en langage. Le monde entier vibre à son souffle. » Pendant ce temps, les anomalies se multipliaient. Au Japon, au Chili, en Russie, des appareils détectaient la même fréquence que celle enregistrée en Écosse. Un réseau mondial invisible semblait activé. Certains scientifiques y virent un effet magnétique, d'autres un message global. Mais le message n'était pas humain. Paris, dans un bureau sombre, un conseiller d'État lut le rapport confidentiel et murmura « Le projet Hélios vient de renaître ». La 5e partie de cette histoire s'achève sur cette certitude. Madeleine Dupré, effacée, niée, enfermée, n'a pas seulement survécu à son siècle, elle s'est répandue. Et désormais, la lumière qu'elle cherchait à comprendre pourrait bien engloutir tout ce que l'homme croyait contrôler.